Eh bien, nous voilà de retour en plénière pour notre dernière table ronde et j'ai le plaisir de recevoir Simon Lolmed, fondateur d'Origami Group et ambassadeur des acteurs de la finance responsable. Bonjour Simon. Bonjour Philippe. Merci d'être avec nous aujourd'hui et je reçois également Guillaume Hublot. Bonjour Guillaume. Bonjour Philippe. Vous êtes associé du cabinet KMH, docteur en droit et bénévole de la Convention des entreprises pour le climat. Bienvenue. Eh bien, je vais commencer avec vous. Guillaume, on parle de finance durable. Peut-être, voilà, vous êtes professionnel, conseiller en investissement financier et peut-être avoir votre définition sur ce qu'est la finance durable pour vous. La finance durable, elle a été déterminée par l'Union européenne avec deux corps de règles, un corps de règles comptable et un corps de règles financier. Les deux corps de règles, en fait, visent à augmenter la transparence et la responsabilité des acteurs. Très bien. Bah, écoutez, voilà qui est clair, une définition académique. Et Simon, même question, comment vous définissez la finance durable ? C'est une finance qui va permettre de concilier performance financière et impact positif sur le vivant, l'environnement, le social. Donc, pour résumer, c'est une finance qui va nous permettre d'avoir un monde vivable dès demain. D'accord. Bah écoutez, voilà, c'est une belle entrée en matière. Merci. Vous êtes tous les deux très engagés, on l'a vu dans l'introduction, sur les questions de durabilité. Alors, hors conviction citoyenne, pourquoi est-ce crucial, selon vous, pour un conseiller en investissement financier, d'intégrer les aspects de durabilité dans sa pratique du métier au quotidien et dans ses conseils vis-à-vis de ses clients ? En fait, la norme de durabilité va se traduire dans tout ce qu'on appelle aujourd'hui l'extra-financier. Or, ce que les entreprises constatent, c'est que l'extra-financier est en train de prendre le pas sur la comptabilité financière traditionnelle. Et ça va devenir de plus en plus important. Donc, la question n'est pas de savoir s'il faut y aller ou pas, c'est comment y aller. Puisque cette intégration de ces critères, elle va être soit volontaire, soit subie. Très bien. Et donc, il n'y a pas de choix. Il faut y aller. C'est effectivement la différence. C'est pas à côté, c'est en plein dedans, ce que vous dites. Simon, pareil, voilà, pourquoi pour vous, c'est fondamental pour les professionnels que vous êtes et qui nous suivent ce matin ? Plutôt un point métier. En tant que conseiller en investissement financier, on doit tenir compte aujourd'hui dans les entreprises qu'on sélectionne des différents risques. On l'a vu, notamment pendant la crise Covid, c'est les entreprises les plus durables qui ont été les plus résilientes. Et aujourd'hui, le risque numéro 1, pour toutes les entreprises, c'est le risque climatique. Un exemple, on se situe en Allemagne, au niveau du Rhin. J'ai une entreprise de sidérurgie qui aujourd'hui fait venir 70 000 tonnes par jour de matières premières via le Rhin. Si le Rhin baisse, donc le niveau de l'eau est plus bas, je ne peux plus alimenter cette entreprise. Comment je fais ? Je la fais venir par transport routier. Sur cette entreprise, le surcoût, c'est 50 millions d'euros par an. Donc forcément, pour des investisseurs, c'est un impact fort d'un point de vue capital. Donc, je dois tenir compte de ça. Et puis, très rapidement, le CGP, il est conseiller vis-à-vis des clients, mais il est aussi chef d'entreprise. Donc, il doit tenir compte de ces difficultés. D'ailleurs, en 2015, on a Mark Carney, gouverneur Canada, du Canada et Banque d'Angleterre, qui disait, en 2015, adapte or die. Soit on s'adapte, soit on meurt. Voilà. Et il parlait déjà des risques climatiques. Et c'était en 2015. Aujourd'hui, c'est une réalité. Donc, on doit anticiper ça pour pas se retrouver sur le côté du virage. C'est ça, c'est que, voilà, ce que disait Guillaume, et ce que vous dites là, c'est que le réchauffement climatique, c'est acté. Et en tant que conseil, en dehors de toute considération citoyenne, on se doit d'intégrer sur la valorisation des actifs demain, se poser effectivement cette question-là. Donc, question pratique, comment vous intégrez en fait ces facteurs environnementaux et sociaux dans vos choix d'investissement ? Comment vous faites au quotidien, Guillaume ? En fait, ça découle d'une double approche. On a un travail d'analyse des produits, avec une grille. Est-ce que le produit, on va dire, est positif en termes de durabilité, de critères sociaux, de solidarité ? Est-ce qu'il est neutre ou est-ce qu'il a des impacts négatifs ? À l'autre bout, on a l'analyse des besoins du client. Et on part souvent de là. On part du bien sûr. Et on va développer une stratégie sur laquelle on va mettre au final un certain nombre de produits. Et l'idée, c'est d'arriver à faire une adéquation entre ses besoins et les produits les plus durables et de répondre en même temps aux attentes du marché. Là-dessus, on a une croyance dans la profession, c'est qu'on est au service du client. En réalité, on est dans un écosystème. Et dans cet écosystème, le marché a des besoins et les clients ont des besoins. Notre rôle, c'est de faire rencontrer les bons besoins.
C'est ça. Et par rapport à ce qu'on dit là sur les besoins et dans le cadre réglementaire qu'on évoquait, effectivement, voilà, l'ISR, on en entend parler, Simon, depuis des années, mais aujourd'hui, en fait, c'est vraiment partie prenante. C'est plus cette petite coquetterie qui peut être effectivement, qui peut habiller la location. Peut-être réagir à cela. Et puis, question suivante, est-ce qu'on arrive effectivement, donc Guillaume nous disait, on peut constituer un portefeuille. Est-ce qu'on arrive à en mesurer l'impact de la location qu'on aurait pu proposer à un client? Alors, la coquetterie de l'ISR, évidemment, ça c'est un terme qu'on oublie aujourd'hui parce que c'est un besoin. Ouais. On le voit bien, c'est un besoin, et même en dehors du monde de la finance. Concernant la mesure de l'impact, ça dépend de quel impact on parle. En fait, le monde de la finance à impact, le monde de la finance durable, c'est plein de petites sous-branches, de catégories différentes. Lorsqu'on va parler par exemple de fonds de partage, on peut quantifier. Parce que le fonds, la société de gestion, va vous donner des indicateurs précis en vous disant tant de pourcents de mes frais est reversé par exemple à une association. Là, c'est facilement quantifiable. Quand vous allez être plutôt sur des fonds qui vont financer la transition, notamment par exemple des labels Greenfin, vous savez dans quelle entreprise vous allez investir, mais vous savez pas concrètement via le fonds quel va être l'impact d'un point de vue environnement. Quelle émission de CO2 je vais enlever, par exemple. Là, il faut aller se rapprocher des entreprises que l'on finance pour avoir cette donnée. Donc, quantifiable dans certaines mesures, mais c'est encore difficilement mesurable au niveau de l'impact, même si ça progresse petit à petit. D'accord, et on l'a vu du coup sur les plateaux précédents, justement la réglementation fait que aujourd'hui on a des fonds qui répondent à des critères article 9, article 8. Alors première question Guillaume, un fonds qui est article 9, je peux investir les yeux fermés? Alors non, pas tout à fait. La classification, elle donne un cadre très utile, elle donne des indications, et un article 9 va créer un a priori positif. Mais ensuite, notre travail, c'est un travail de connaissance et de conseil. Et donc, qui dit connaissance, dit aller chercher, aller interroger la matière. Et il faut aller plus loin, en fait, que la labellisation pour interroger l'intention. Est-ce que, véritablement, la société de gestion a une intention durable? Parce que l'une des clés, en fait, de notre métier, c'est la cohérence de tout le cheminement. C'est ça, donc il faut aller au plus près des gérants avec lesquels vous travaillez pour savoir en fait comment ils travaillent, c'est ça? C'est ça. D'accord. Simon, même question. Alors voilà, donc article 9, donc j'imagine si on dit article 8, c'est la même chose, peut-être il faut y regarder plus près, mais vous au quotidien, comment vous faites vous du coup? Peut-être parce que c'est pas évident, vous êtes pris par beaucoup de sujets, donc aller à la recherche d'informations, c'est pas simple. Bon, déjà, on aime ça. On a envie d'aller chercher ces informations parce que ça fait partie aussi de nos volontés. Mais pour revenir sur article 9, article 8, vous avez une définition aujourd'hui qui est escalée. L'article 8, c'est quoi? C'est, je prends en compte des caractéristiques environnementales et sociales, mais la durabilité, c'est pas ma priorité, en fait. OK, pour faire le bien, mais mon objectif prioritaire, c'est pas la durabilité. Donc forcément, dans ce contexte-là, on peut pas aller investir les yeux fermés dans un article 8 si on a envie, justement, de faire la promotion d'un monde durable. Par contre, on peut, et peut-être pour vulgariser un petit peu pour ceux qui nous écoutent, se rassurer en se disant qu'aujourd'hui, un article 8 couplé à un label, comme par exemple Greenfin, Finansol, LuxFlag, etc., ça peut nous rassurer dans un premier temps. Je rejoins ce que dit Guillaume, on est obligé, c'est notre métier de savoir ce qu'il y a derrière. Les clients nous font confiance sur ça. Donc, en aucun cas, un label peut nous mettre de côté l'analyse des fonds. Et quand je parle de label, j'insistais bien sur certains labels. Nous, aujourd'hui, au sein des acteurs de la finance responsable, on se dit, OK, article 8 plus label hors ISR. Voilà. On n'est pas encore convaincu de la pertinence et de la cohérence, on parlait de ça tout à l'heure, du label ISR. D'accord. Justement, pour rebondir là-dessus, c'est toute la problématique de savoir effectivement, quelles sont les actions et puis surtout quelles sont celles qui sont incarnées et d'autres qui sont juste marketing. Donc, on parle de greenwashing. Guillaume, comment, en tant que conseiller, justement, on se prémunit des greenwashers? Alors justement, on va revenir en fait au travail de cohérence. Il y a des tas de fonds qui ne peuvent pas aller chercher des labels, notamment c'est assez rare en private equity d'avoir de l'article 9. Donc cet article ne suffit pas à définir le fonds. À chaque fois, il va falloir remonter en réalité sur le travail du gérant et de la société de gestion. L'autre jour, j'étais avec une société de gestion et je leur disais, très bien, vous avez une démarche ISR pour le coup, c'est très bien, mais en interne, qu'est-ce que vous faites? Et la réponse a été de me dire, en interne, on a établi des grilles d'analyse très poussées sur la sélection des produits. Et là, c'est un signe qu'ils n'avaient même pas compris la question que je posais. Oui. Et s'ils ne comprennent pas la question, ils n'ont pas de cohérence.
en fait, ils ne visent qu'à remplir une grille. Et là, à partir du moment où on ne vise qu'à remplir une grille... Oui, ce que vous dites, c'est que de ne pas s'appliquer à soi-même en tant qu'entreprise, justement, des règles de durabilité, voilà, on peut se poser la question, et c'est un bon signe, et c'est intéressant, effectivement, de le soulever. Ouais. Oui, il faut que le produit soit rentable, évidemment, mais il faut que la société de gestion ait une démarche de durabilité. Et si le produit est logé chez un assureur ou dans une banque, il faut que la banque ou l'assureur soit elle-même acteur dans ces démarches. C'est clair. Bon, super. Merci Guillaume pour cette précision. Allez, une question un peu caricature, Simon, c'est pour vous. Voilà, est-ce que Total est une valeur ESG, ISR, durable ou responsable? C'est un cas d'école Total aujourd'hui. On le prend pour tous les exemples quasiment sur cet investissement socialement responsable. Alors, je vais me permettre de réorienter la question si vous me le permettez. Oui, Total aujourd'hui a une notation extra-financière, comme la grande majorité des entreprises. Mais il faut qu'on fasse extrêmement attention à ces 3 lettres. ESG. C'est pas une garantie d'avoir un investissement durable, c'est juste une mesure de critères. Donc l'ESG est totalement différent de la durabilité. Donc moi, la question que j'ai envie de poser, c'est plutôt est-ce que Total est durable? Et là, je vais vous répondre par 2 biais. Déjà, le premier, réglementaire. Alors, ma réponse, non, c'est binaire. Le biais de la réglementation. On a ce qu'on appelle aujourd'hui la taxonomie. C'est le dictionnaire européen de qu'est-ce qui est durable, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et qu'est-ce que nous dit la taxonomie? Elle nous dit les activités énergie fossile, c'est pas durable. Donc Total, c'est pas une valeur durable. Deuxième point, et qui est aussi important, c'est qu'aujourd'hui, notamment via le GIEC, des centaines de scientifiques qui ont fait des lettres au quotidien, de nous dire si on veut un monde vivable demain, on doit stopper dès maintenant les nouveaux projets pétroliers et les nouveaux projets de développement du gaz. Ce qui n'est pas fait aujourd'hui. Donc arriver sur un lieu où il y a la vie, tout raser pour développer des nouveaux projets, non, c'est pas durable. Donc par ces 2 exemples, Total n'est pas durable. Et voilà. Voilà une réponse qui est claire. Et je vous propose une question de notre cher François Moyen, une question qui vous est posée à tous les deux. À vous, François. Ouais, bon, moi je fume, je bois, je mange de la viande et je roule en 4x4. Bon, il se trouve que j'ai 100 000 balles de côté. Alors qu'est-ce qu'on fait? Vous me prenez comme client ou pas? Merci Didier. Bon, Guillaume, je vous laisse peut-être répondre à François. Est-ce que vous le prenez? Est-ce que vous prenez François comme client? Je vais essayer de l'interroger et de le faire réfléchir avant de le prendre. D'accord. Simon? Oui, je le prends. Pour la simple et bonne raison que on a besoin aujourd'hui du levier financier. Vous avez un super article de Novetic qui est paru en avril 2022 qui explique qu'aujourd'hui, pour arriver à un scénario net carbone dans le monde, il nous manque 1000 milliards de dollars par an. C'est pas grand-chose au regard de l'épargne des Français. Donc, si chaque conseiller peut aller réorienter une petite partie de ses fonds vers de la finance durable, c'est comme ça qu'on va arriver à ce scénario net carbone. Donc oui, je le prends. Et puis peut-être qu'il le veuille ou non, vous allez l'orienter comme vous le souhaitez. Voilà, mais peut-être que c'est moi qui irai sur son lieu de travail pour pas qu'il utilise son 4x4 et pour qu'on puisse protéger un petit peu cette partie-là. Mais évidemment que oui, on va le prendre, mais on va un petit peu le questionner sur ce qu'il entend par finance durable. C'est un point qui est vraiment important parce que en fait, on n'a pas besoin uniquement d'acteurs qui sont arrivés, mais on a besoin d'acteurs en chemin. On a besoin de gens qui aillent vers la transition. Et il ne faut pas stigmatiser ces gens-là. Il faut simplement les amener à réfléchir et à se mettre en chemin. Très bien. Merci à tous les deux. Alors, pour la dernière partie, Guillaume, il est devenu obligatoire d'établir le profil de durabilité de ses clients là depuis le 1er janvier pour les professionnels que vous êtes. Mais vous n'avez pas attendu cela pour le faire au sein du cabinet. Je crois que vous avez revu l'ensemble de votre portefeuille sous ces critères-là. Et peut-être intéressant d'avoir, vous, votre retour sur effectivement ce que ça donne, que vous disent vos clients sur l'importance de la durabilité. Est-ce qu'ils sont acteurs? Est-ce qu'ils sont concernés? Est-ce qu'ils ne sont pas concernés? C'est quoi les ordres de grandeur? Oui, alors effectivement, on s'y est mis en août dernier, juillet-août, et on a à peu près 5% des gens qui se disent non concernés, 5% des gens qui se disent véritablement acteurs, et 90% des personnes qui se disent concernées. Et dans ces concernés, quelle est la part que vous estimez entre je suis concerné mais rentabilité first, ou bien la durabilité, si, c'est important quand même malgré tout? Alors, on en a à peu près 25% pour lesquels c'est central comme question. D'accord. Et sur lesquels la rentabilité passe ou passerait après. D'accord. En seconde position. OK. Néanmoins, cette statistique est différente par rapport aux nouveaux clients qui arrivent.
Ah oui, ok. Sur les nouveaux clients qui arrivent, on en a plus d'un sur deux qui nous questionnent et qui nous challenge sur le développement durable. D'accord. Et peut-être effectivement, voilà, ce qui montre la prise de conscience, c'est également côté épargnant. Et d'ailleurs, à ce titre, vous avez des chiffres également, Simon, pour compléter le propos de Guillaume, n'est-ce pas? Alors, ce sont des chiffres qui ont été mis en avant par l'AMF en 2021. Vous en conviendrez, ça a peut-être un petit peu changé depuis, mais je pense pas non plus que ce soit passé du tout au rien. Donc, 93% des Français qui n'ont jamais entendu parler d'ISR avec leur conseiller bancaire. Et vous avez 68% des Français qui n'ont jamais entendu parler d'ISR tout court, qui ne savent même pas ce que c'est. 68%. Et en face de ça, vous avez 74% des épargnants qui disent aujourd'hui, oui, je veux que mon argent finance des entreprises locales et régionales. Ouais. Donc ça prouve bien le monde qu'il y a entre le besoin, la demande et ce qu'on est capable de proposer aujourd'hui aux épargnants français. Et ça sera intéressant d'avoir ces chiffres à la lumière, effectivement, de ce que l'on vit sur le plan climatique. On a l'impression qu'il y a une prise de conscience quand même qui est beaucoup plus importante au fil des accidents climatiques que l'on peut vivre. Merci à tous les deux. Je vous propose de répondre tous les deux à la question fil rouge de notre événement. On va commencer avec vous, Guillaume. Alors, est-ce que durabilité et rentabilité vont de pair? Aujourd'hui, durabilité va avec rentabilité. On ne peut pas les opposer. Comme Simon le disait tout à l'heure sur son exemple d'entreprise, si l'entreprise n'est pas durable, ses coûts de fonctionnement vont aller en augmentant jour après jour. Et donc, au bout d'un moment, elle ne pourra plus faire le métier, elle ne pourra plus être rentable, et les cours de bourse s'effondreront. Très bien, c'est clair. Simon? C'est très bien résumé. C'est toujours plus difficile de passer en deuxième sur ces questions-là, mais je suis tout à fait d'accord. Il ne faut surtout plus aujourd'hui opposer durabilité et rentabilité. Ça va ensemble, on l'a vu. Sans durabilité, j'ai pas d'avenir. Donc, de toute façon, j'ai pas de rentabilité. Tout simplement. Bah, c'est clair. Bah, écoutez, merci à tous les deux d'avoir été présents et pour votre disponibilité et la clarté de vos propos.